Mort officiel et toutes les populations de Ndikinemeki et ceux qui ont participé au sauvetage et au secours de ces blessés de l'accident de Nomale, parce que vous savez, nous sommes en fin d'année et il est prévu également de pouvoir éviter les accidents sur nos routes en ces temps de fête qui est également un moment très difficile. Donc, pour le moment, je n'ai pas grand-chose. Nous allons rentrer. C'est pourquoi vous êtes là, on en parle tout à l'heure dans l'émission. Voilà, merci d'avoir accepté. Et on avance toujours les chiffres. Parce que, d'après le renseignement, d'après ce qui sort des forces, ceux qui ont donné l'information au niveau de la gendarmerie, on parle des conséquences, c'est-à-dire beaucoup plus humaines. Oui. On avance très souvent le chiffre de 80% de causes humaines. Oui. Les facteurs causes d'accidents sont généralement les facteurs humains. Oui. Chiffrés à près de 71%. Parce que l'infrastructure et le facteur mécanique représente un pourcentage très faible. Le facteur humain, l'homme est au centre des accidents de la route. Donc pour cela, il est primordial de recenser les causes. Parce que s'il faut voir les causes endogènes et les causes réelles. Pas à pas, Isidore. Oui. Quand vous dites l'homme ici, c'est quoi? Le chauffeur. Oui. Faut le citer, hein? Oui. Le chauffeur. Oui. Le chauffeur. La prévention routière. Le chauffeur, la prévention routière. Oui. S'il faut voir côté mécanique, c'est également l'homme qui doit s'occuper à entretenir le véhicule. Au niveau des visites techniques. Oui, également. Oui. Si c'est pour l'infrastructure, c'est également l'homme qui doit s'occuper de l'entretien de l'infrastructure routière. De nos routes. Oui. Bon, maintenant, pour les causes d'accident, sur les facteurs réels. Les facteurs réels peuvent être cités. Par exemple, la vitesse, l'alcool, qui est le deuxième facteur cause des accidents, derrière la vitesse. Nous avons la fatigue. Pour ce cas-ci, on a parlé d'imprudence et excès de vitesse. Excès de vitesse, l'excès de vitesse peut être associé ainsi que la fatigue. Oui. Mais il n'est pas exclu un autre phénomène. Vous parlez de fatigue, on va revenir sur la fatigue tout à l'heure. Mais il n'est pas exclu un autre phénomène qu'on peut parler de la métaphysique. Ah, déjà? Oui, nous sommes en Afrique. Tout est permis. Il est possible que vous ayez un accident au cours d'un voyage sans qu'on ne voie l'obstacle sur lequel, l'obstacle qui vous a poussé à faire soit fausse route pour prendre soit le dévers ou le décor. Voilà. Faut-il bon, je ne pense pas qu'ici il faut seulement questionner l'état de la route. Parce que, non, c'est un élément. Oui, on peut parler des autres. Moi, je me dis que les usagers, à un moment donné, devraient être conscients du fait que nous n'avons pas de route déjà. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'habitude de prendre cet acte-là doit déjà être conscient que nous n'avons pas de route. Mais en face de cette personne, avec même la conscience, tu peux faire face à une autre personne qui n'a pas l'habitude de prendre la route et qui n'est même pas consciente de son inconscience. Alors, ça fait que généralement, les accidents parfois ne sont pas toujours causés par ceux qui font tonneau, qui tombent dans le ravin, mais parfois c'est causé par un facteur exogène qui est un autre usager, qui fait un dérapage, un mauvais dépassement, ainsi de suite. Et lorsque ça était peut-être mon cas, en 2019, et je dis, quand on revient sur ces accidents, pour moi, alors également, il ne faut pas toujours questionner seulement les accidents parce que les gens ne meurent pas seulement parce qu'il y a accident. J'aime souvent le préciser. Les gens meurent généralement après l'accident. Les gens meurent parfois après l'accident. Les gens meurent 15, 30 minutes, 1 heure de temps parfois après l'accident parce qu'il n'y a pas d'assistance, parce qu'il y a très peu d'informations. Pour le cas de Diki, par exemple, l'accident aurait eu lieu aux environs de 3h34 du matin. Et jusqu'à 7h, 8h, on était encore en train de vouloir détruire l'engin pour sortir
les victimes ainsi que d'autres rescapés. Ça témoigne du fait que s'il y a quelqu'un qui était coincé à cette heure-là, même s'il avait 10% de chance de survivre, il ne pouvait pas survivre dans ces conditions-là durant 30 minutes, 1 heure, 1 heure 30, 2 heures. C'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'on a une infrastructure en défaillance, lorsqu'on sait qu'on a une route assez étroite, lorsqu'on sait qu'on est en période de fête, et que les conducteurs peuvent être fatigués, les usagers peuvent traverser la route à tout bout, sous l'effet d'alcool et autres. Il est important de multiplier les mesures de sécurité et de secours, d'assistance, de mesurer, d'augmenter les pôles d'information et de communication sur nos axes routiers, parce que ça revient généralement au mois de décembre, surtout en cette période de fête, au point où à un moment donné les gens se sont même dit qu'il s'agit des pratiques de sorcellerie en cette période, mais pour moi il n'en est pas. C'est juste une question de fatigue, d'imprudence, du fait que les gens sont assez pressés parce qu'ils veulent arriver fêter ou parce qu'ils sont partis en retard à cause de la fête. Donc cet accident, pour moi, on devrait être surpris si on traversait ces fêtes sans avoir de tels drames, parce qu'il faut rappeler que nous avons toujours eu des drames dans des années antérieures, et cela doit nous interpeller pour les années à venir sur les conditions, les précautions que nous devons prendre pour que cela n'arrive pas. Mais disons que les gens ne meurent pas seulement parce qu'il y a accident. Mon cas, par exemple, en 2019, était un cas, je dirais, école et témoin. J'ai fait l'accident au niveau de Konsamba. Il était 11 heures parce qu'il y a un monsieur qui venait au sens opposé. Il a fait un dérapage et moi, en l'esquivant, je me suis retrouvé au champ, j'ai fait tonneau. Mais figurez-vous, je suis arrivé à l'hôpital régional de la centrale de Konsamba à 11h30 après être transporté par un bienfaiteur qui était de passage avec les autres victimes. Et j'y suis resté de 11h jusqu'à 16h parce que je n'avais pas 90 000 francs pour déplacer l'ambulance en direction de l'hôpital régional de Baossam ou de l'hôpital La Quintini de Douala. Alors imaginez, de 11h à 16h... C'est vous qui devez payer? Ça, c'est moi qui devais payer les 90 000 francs. C'est la somme qu'on m'avait demandé. J'avais proposé jusqu'à 40 000 francs. On a dit, bon, ce sont les consignes. Le directeur n'est pas là. En fait, si vous avez cette somme, on va déplacer. Bon, vous voyez, l'hôpital a un plateau technique très faible. Il y avait le scanner à faire, il y avait la radio à faire, il y avait beaucoup de choses à faire qu'on ne peut pas faire dans cet hôpital. Et si il me restait que 15% de chance de vivre, j'allais mourir en Konsamba. Et les gens allaient dire, Fautine Zonzou est mort de suite d'un accident sur la route. Alors qu'en fait, ce n'est pas l'accident qui est la cause principale de ma mort, mais la cause est humaine, parce qu'il y a des hommes qui ont refusé de faire leur travail, comme l'expert le disait tout à l'heure. Donc, aux environs de 16 heures, c'est un ami qui allait louer une voiture avec le peu d'argent que j'avais en poche, donc 30 000 francs, pour me conduire à l'hôpital régional de Baossam. Et c'est là où j'ai fait le scanner, j'ai reçu les soins et les autres victimes. Et ces cas sont récurrents sur nos axes routiers. C'est pour cette raison que lorsqu'il y a accident, le bilan grandit très rapidement. S'il y a accident à 9h du matin, on a 10 morts. Et à 17h, on nous parlera de 40 morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 9h et 17h pour que les gens meurent? Il y a des hémorragies internes, il faut rapidement diagnostiquer. Il y a du saignement de sang qu'il faut stopper. Il y a des gens qui ont eu des traumatismes qu'il faut assister. On n'a pas tout ça. Alors, quand on va de Fumban pour Yaoundé, il n'y a pas un hôpital, entre guillemets, des références en route. Pourtant, c'est une route où on est habitué aux accidents, donc les hôpitaux qui sont sur ces routes-là devraient être dotés des capacités de recevoir 100 victimes des accidents. Parce que les accidents, c'est tous les jours. C'est parce que peut-être ici, on a eu une centaine de morts du coup. Mais pour ceux qui voyagent tous les jours, vous savez qu'il est impossible de faire le tronçon Baossam, Yaoundé, Douala, Yaoundé et d'autres axes du Cameroun sans voir 3, 4, 5, 10 voitures qui ont fait tonneau et que les gens ont perdu des vies sous anonymat sans qu'on ne communique. Okay. Donc je pense que une fois de plus, cet accident nous interpelle sur l'ensemble des responsabilités humaines. Donc,
n'a pas toute la logistique nécessaire, il n'y a pas eu suffisamment de planification dessus, bien qu'on soit en train de préparer une canne. Là maintenant, les hôpitaux de référence sont un à Yaoundé, l'autre à Bafoussam, mais au milieu, là au centre, entre les deux, nous sommes à pratiquement 400 km, il n'y a pas un lieu qui pourrait d'abord secourir de façon très rapide et express les accidentés pour pouvoir les sauver ou au moins les maintenir dans une situation stable le temps que de meilleurs professionnels puissent les prendre en charge. Vous savez que moi j'ai la manie des chiffres. Au Cameroun, il y a 16 000 accidents par an d'après les études de l'ONU et 1200 tués. Mais pour qu'on ne dise pas que c'est l'ONU, j'ai préféré m'appuyer sur l'étude d'un cabinet camerounais qui est connu, c'est le Bureau d'analyse des accidents de la circulation, qui dit qu'au Cameroun, nous avons donc 1200 tués, 6000 blessés par an, 9 tués sur 1000 personnes qui font un accident, ce qui n'est pas petit. 9 tués sur 1000, nous sommes 25 millions. Si on commence à diviser, ça va faire un pourcentage inquiétant. Et nous avons 4 tués sur 10 accidents. Ça veut dire que si il y a 10 cas sur une route, 4 personnes sont tuées dans les 10 cas. Ce qui est déjà préoccupant. Maintenant, quels sont les problèmes? Pourquoi l'accident existe-t-il? On a parlé des différences humaines, on a parlé des différences de la route, on a parlé des différences de matériel. Moi, j'ai fait un petit exercice d'intelligence. Première des choses, si on prend les différences matérielles, c'est une agence de voyage et face à un camion. Première question, quel est l'état du véhicule dans l'agence de voyage? Est-ce que, parce que l'agence de voyage porte des vies, 30 personnes, 40 personnes, 70 personnes. Est-ce que le système de maintenance est efficace ou permanent? Cela est valable en même temps, à la fois pour l'agence de voyage que pour le camion. Quand on va même plus loin, est-ce qu'il a un bon système de freinage? Est-ce que les pneus sont de qualité? Le trafic se fait dans la nuit. Est-ce que il vous est déjà arrivé d'emprunter des véhicules dont la luminosité, c'est-à-dire que les phares, l'éclairage est faible? Est-ce que l'éclairage est de qualité? Il y a cela. On reste dans les causes matérielles. Pour les pouvoirs publics, et c'est eux, les pouvoirs publics, qui doivent veiller derrière les agences pour que cela soit vérifiable à travers, non seulement à partir de l'agence elle-même, mais dans le système de ce qu'on appelle la prévention routière tout à l'heure. Est-ce que sur la route, il y a une signalisation? Et pour le cas de la route de l'axe Yaoundé-Bafoussam, où il y a des travaux, il n'y a pas encore de matérialisation routière. Et dans la nuit, ça peut prêter à confusion parce qu'il n'y a pas de ligne qui permet au conducteur, je préfère le conducteur que le chauffeur, parce que le chauffeur, c'est quelqu'un qui chauffe, le conducteur, c'est quelqu'un qui doit vous amener à bon port, qui ne donne pas la possibilité au conducteur de bien vérifier. Serge Alain, au-delà de la route Yaoundé-Bafoussam, prenez celle Douala-Yaoundé. Au Cameroun, on connaît quand la signalisation commence. Vous voulez pas prendre Douala-Bafoussam? En fait, quand je prends Douala-Yaoundé, quand je prends ça, je veux dire que là, c'est un cas, mais il faut généraliser. Au Cameroun, de façon générale, on connaît quand la signalisation commence. On ne sait jamais quand ça se termine. Cas pratique. Vous prenez un véhicule, on vous dit 60, vous voyez le panneau de 60. Vous ne voyez jamais la fin de 60 ou de 80. Vous avez vu ça un jour, vous êtes chauffeur. Ce sont des choses simples. C'est-à-dire qui permettent aussi de savoir à la personne qui conduit que ici j'ai commencé à limiter ou bien je dois accélérer et comme on me demande de réduire, ainsi de suite. Il n'y a pas cela. La signalisation commence et ne s'achève jamais. Ce sont là les causes matérielles. Maintenant, les causes humaines. Est-ce que le chauffeur était fatigué? Parce que dans les agences et même dans les camions, est-ce qu'on lui a donné la possibilité de se reposer ou bien on a été dans le calcul du bénéfice en période de fête? C'est aussi là, cette capacité à mettre au centre de sa personne l'être humain et non pas l'appât du gain. Est-ce que ce chauffeur était lucide ou en état d'ivresse? Un des deux, puisqu'il conduisait dans la nuit. Est-ce qu'ils étaient lucides ou en état d'ivresse? Est-ce que quand quelqu'un est un chauffeur, est-ce que celui-là maîtrisait le trajet, que ce soit le chauffeur de
du camion ou de l'agence, est-ce que c'est un habitué du trajet ou un novice? Est-ce qu'il a mal apprécié le dépassement? Si c'est un dépassement qu'il a fait. Le camion qui était là, était-il stationné ou en mouvement? Et s'il était stationné, est-ce que le chauffeur du camion a pris la peine de signaler aux usagers qui continueront à emprunter la route? Et ça se fait, on le voit sur les axes. Certains ne signalent pas le danger, ils ne signalent pas que leurs camions sont... Dès que ça tombe en panne, les bons messieurs partent. Est-ce qu'il a pris la peine de signaler que lui, il est en panne et que son véhicule étant stationné, il est à un mauvais endroit et il faudrait qu'on se méfie? Donc, il y a autant de causes aujourd'hui. Okay. Mais tout cela ne peut à la fois être mis sur le coup de l'homme seul. Même si on dit que la route ne tue pas, c'est nous qui tuons. C'est-à-dire qu'on en appelle à notre conscience individuelle, personnelle, que ce soit celle des chauffeurs, que ce soit celle des usagers qui doivent rappeler aux chauffeurs un certain nombre de choses, que ce soit celle de leurs employeurs. Mais ça doit être surtout la responsabilité des pouvoirs publics, qui, si ils avaient mis tous les mécanismes de contrôle. Prendre dans les quartiers, parce qu'ils ont ouvert des agents de voyage et n'ont pas la formation adéquate. Maintenant, il est possible que, comme ils ont l'habitude avec la routine, on peut quand même les former. C'était à l'époque du ministère Bello Margari. Et il a commencé par le faire. C'est-à-dire que renforcer les capacités des chauffeurs dans les agents de voyage et se rassurer que, au moins, et cela ne se passe pas seulement pour le ministère des Transports, ça se passe également pour la CNPS qui doit veiller qu'on affilie les travailleurs des agents de voyage à la CNPS, etc. Maintenant, pour ce qui concerne simplement la question que vous me posez, le camion, j'ai dit tous coupables. La période de fête. Est-ce que le chauffeur était à son premier voyage? C'est pour ça que je vous ai dit la pression. Voilà. La pression des voyageurs. La pression que les chefs d'agence dit, voilà, le promoteur oui. Justement, il y a cette pression. Tu reviens. Et vous faites aller-retour. Pourtant, vous avez déjà fait 700 km, ce qui n'est pas normal. Oui. Donc, je vous ai dit que la pression, qui veille pour que cette pression n'existe plus. Et le chauffeur accepte pourquoi? Parce qu'il estime qu'un client peut descendre à Ombessa, peut descendre à Bafia, peut descendre à Ndi Kinemeki et peut transporter notre passager et ça va rentrer dans sa poche. Donc, du coup, il accepte. Raphaël Ndougo, qui fabrique les bancs de touche dans le bus? Ce sont des... C'est le promoteur ou bien les chauffeurs? Ce sont des chauffeurs qui le font. Qui fabriquent les bancs de touche. Oui. Mais maintenant, il y a... Le promoteur n'est pas au courant, il ne sait pas qu'il y a des bancs de touche. Ça là donc, c'est une question primordiale parce qu'il faut revenir sur ce que Serge Gauthier a dit. Il vous a dit qu'il faut contrôler. C'est pour ça que je vous ai dit que, quand j'ai dit tous coupables, il y a au moins le fait que si on veille en période de fête, comment est-ce qu'on gère le personnel qui conduit les Camerounais au quotidien. Et on ne doit même pas attendre la période de fête pour y veiller. Parce que nous savons que dans les agents de voyage, il y a un souci de mauvaise gestion. Tout comme dans les entreprises certainement privées où on ne gère pas très bien le personnel. Mais concentrons-nous sur les agents de voyage. Posons-nous la question. Pour partir de Yaoundé, pour Outaba et Fumban, on paye combien? Donc l'homme qui touche moins de 100 000 est en train de conduire combien dans sa voiture? Donc je ne voudrais pas qu'on rentre dans les bancs de touche, mais je sais une chose, c'est que le chauffeur accepte. Mais il faut... Comment vous pouvez éviter les bancs de touche? Le chauffeur accepte pourquoi? Parce qu'il sait. Il n'y a pas de sécurité quand on est sur un banc de touche. Pas du tout, malheureusement. Mais sauf que si on doit même continuer dans ce sens, la prévention routière a échoué. Voilà. La prévention routière a échoué où, c'est le routier de noter tout à l'heure, lorsque vous avez quelqu'un qui a un appareil photo et vous démontre que vous avez circulé à plus de 60 km/h et vous n'avez pas la limitation de la fin de la limitation de vitesse, il y a un problème. Or, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand nous descendons des véhicules de transport public avec les cartes d'identité en main? Est-ce qu'on se rassure? Personne ne se rassure de rien. Mais moi, je n'ai pas envie de m'arrêter là. Je vous disais simplement que voici une cause. La seconde cause, lorsque nous transportons les véhicules ou nous les achetons de l'autre côté, ces véhicules venant ici sont véritablement en bon état. Que ce que nous voyons rouler au quotidien. Pourtant, il y a ce qu'on appelle les stations de visite technique. Parce que quand on va vous raconter l'histoire du genre, il y avait quelqu'un
il y avait un camion stationné et qu'il n'y avait même pas la matérialisation horizontale. C'est un problème. Bien que ces routes soient en chantier, ça veut dire que quand le bitume est déjà passé, on doit tout faire pour matérialiser. Surtout qu'elle est fréquentée. Nous avons vu une vidéo ici entre Puma et Puma où une voiture est totalement tombée dans une rivière pour la simple raison que le chantier a été abandonné. Ça veut dire que je tombe directement pour démontrer que lorsqu'il y a des chantiers qui sont octroyés aux sociétés, il y a le cahier de charges qui va avec. Quand la route est encore en chantier, ça doit pouvoir être signalé aux usagers de la route. C'est tout cela que je dis que tous coupables, parce que il y a des causes humaines, mais il y a aussi la cause étatique, ce qui nous gouverne. Vous ne pouvez pas vous rendre compte quand vous prenez la route, nuitamment, Douala, Yaoundé, avec des chantiers abandonnés. Et ces chantiers abandonnés-là, on n'a même pas balisé pour que l'automobiliste qui n'a pas l'habitude d'y circuler, qui sort peut-être de Bafoussam et qui va s'y rendre à Yaoundé. Du coup, la voiture va se retrouver dans la rivière. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que chacun à son niveau doit pouvoir faire son travail pour qu'on se retrouve quand même dans un pays où on est à l'aise à circuler. Monsieur Fauting a dit ce qui est vrai. Lorsque vous êtes victime d'un accident de la circulation sur nos axes routiers, j'ai vu un jour notre goléador au fil deux ambulances. C'est une bonne chose. Mais il faut construire des hôpitaux sur nos différents axes routiers. Des hôpitaux de référence. Il ne faut pas être d'un parti politique quelconque pour le reconnaître. Parce que ce qu'il dit est vrai. Ça dit que vous pouvez mourir parce que personne ne peut vous venir en aide. Mais sauf que ce que nous retenons souvent, c'est que quand vous êtes victime, on vient vous fouiller les poches dans les différentes villes ou alors sur les axes routiers. Pourtant, vous mourrez. Vous avez présenté un monsieur ici qui est habitant international. Il est aujourd'hui handicapé pour la simple raison qu'il n'y a pas de prise en charge. Donc si je vous ai dit que tous coupables, c'est parce que l'État, ceux qui nous gouvernent, ne tiennent pas compte du fait qu'il peut avoir un accident. Madame Foning, qui était du LDPC, n'est-elle pas décédée dans ces conditions? Vous n'avez pas vu le professeur Conchou accidenté dans les mêmes conditions? Vous pensez que c'est une affaire qui laisse quelqu'un parce qu'il est d'un parti politique ou l'autre? Malheureusement, monsieur Tout, là où vous me voyez là, je n'ai pas besoin de parler ici d'un parti politique. Je voudrais que ces gens se réveillent quand même. Se réveillent quand on vous donne le portefeuille des travaux routiers. Autrefois, il existait le ministère des Travaux publics et des Transports. C'était jumelé. D'où vient-il qu'on les en fait comme ils veulent? Et les gens se comportent comme ils veulent et on ne sanctionne pas. Il faut sanctionner. Ce n'est pas les agents de voirie qu'il faut sanctionner. Il faut bien que le Premier ministre prenne ça sur lui pour démontrer que ici, il y a eu des manquements. Lorsque vous avez quand même la signalisation horizontale, que les fonds qu'on prélève dans les affaires de prévention routière, le vol qui existe là, les fonds là vont où? Est-ce qu'il faut que ce soit Jean-Honorable Jean-Michel Nietzsche pour se lever et parler de ça? Ça doit être une préoccupation de tous les honorables. Mais au moins, vous payez, on vous donne un reçu, on ne suit pas. Qui suit cela? Cet argent-là va où? Entre tous les jours, les gens décèdent dans nos axes routiers. Ça fait très mal au cœur. Merci, on va se calmer. Oui, rapidement, Fauting, j'ai une question pour vous. Allez-y, rapidement. Oui, voilà. Isidore Kaye, justement, il y en a qui pensent que ministère des Transports et gendarmerie, c'est-à-dire promotion, prévention routière, font beaucoup plus dans la répression que dans la prévention. Vous empruntez souvent des axes et vous tous vous connaissez que les gendarmes parfois se cachent dans des... Oui, ça c'est... Pour frapper ceux qui vont un peu trop vite là. Pourquoi se cacher? C'est une pathologie parce que la répression ne peut pas apporter un changement sur la mentalité de nos usagers de la route. La répression ne peut rien apporter. C'est inutile de jouer au camouflage pour placer un radar à l'inconnu après un panneau qui est dans les buissons. Ça doit être... tout le monde doit voir le radar. Il est dit, selon les normes. Oui. La route, les usagers doivent être informés.
de la présence du radar sur le long du trajet. Ceci permet de dissuader et d'amener les usagers à respecter la signalisation. Pourquoi nous on cache alors nos radars? Pourquoi? C'est pour arnaquer. Puisque vous payez 25 000 francs, beaucoup de personnes bien nantis préfèrent en sortant de chez eux mettre 25 000 de côté pour rouler plus vite et payer et s'en débarrasser après. Mais par contre, il y a des usagers véreux qui ne payent rien, surtout les transporteurs clandestins. Ils sont déjà en connivence avec ces équipes de prévention, que ce soit, je ne sais pas d'où, de la route, qu'ils vont donner quelques billets et puis passent inaperçus. Et c'est eux qui, plus loin, va causer l'accident. Moi, je voulais revenir sur un sujet dont nous n'avons pas parlé précisément, concernant l'accident sur la route nationale numéro 4. Ici, c'est question d'infrastructure. Cette route est en cours de réhabilitation depuis 2 ans. Il faut déjà rappeler que c'est un projet sur le président Ahidjo qui a été mise en circulation sous le président les premières années. Oui, cette route a été mise en circulation il y a de cela environ 35 ans. Oui. Mais notez bien que une portion du tronçon de cette route vit encore bien en bon état jusqu'aujourd'hui. De Pont de Bebda jusqu'à Yaoundé, elle a été faite par Cogefa. Et il y a encore les traces de Cogefa au Cameroun. Ça fait 36 ans que cette portion de route existe sans nid de poule. Vous allez sur la provinciale 15, le tronçon Bafang-Baganté. C'est également fait par Cogefa. Cette route est intacte. Mais s'il faut revenir sur la réhabilitation actuelle, qu'est-ce qu'on fait? Elle respecte les normes en matière des routes, dites routes nationales. Oui. Ce qu'il faut noter, c'est qu'après le bitumage d'une route, on ne peut pas faire recours immédiatement à la pose de la signalisation horizontale. Mais par contre, on peut préconiser une signalisation temporaire. Parce que la signalisation horizontale définitive se fait 2 mois après, quand le bitume est passé. Parce qu'il y a un moment, il y a un temps pour que le bitume prenne corps afin qu'on vienne passer la signalisation horizontale. Maintenant, ce qui suit également, c'est qu'au même moment, la signalisation verticale pouvait être également posée. Mais signalisation verticale temporaire, puisque la route est en chantier. Mais je reviens encore à dire, la route n'a pas de problème d'étroitesse. Cette route respecte les normes en matière de route dite nationale. Le problème des causes d'accidents sur une route, c'est l'incivisme. Une route n'a jamais demandé à un usager de faire le dépassement au sommet de côte dans les virages, ni dans des zones d'ombre, en principe pour dire. Maintenant, quand vous prenez le cas de figure des routes, s'il faut partir de Bekoko-Banjoun sur la RN5, cette route vraiment est défectueuse. Mais reste sur la délimitation de dimensionnement. Maintenant, le problème, c'est l'entretien de cette route dépend maintenant de la direction de l'entretien de la protection du patrimoine routier. C'est logé au ministère des Travaux publics. C'est leur rôle. Si sur la RN5, nous avons vu poser ces derniers temps des nouveaux panneaux de signalisation, cela relève également du ministère des Travaux publics, mais de la direction des infrastructures, des équipements de sécurité routière. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour nos routes? C'est qu'il faut qu'on s'intéresse aux questions des normes. Est-ce que les équipements de sécurité routière qu'on pose sur nos routes respectent les normes? Ça, c'est l'une des questions fondamentales. 2 fois, moi et Pyramide Prévention, nous avons organisé 2 séminaires sur Yaoundé en 2017 et 2018 sur les questions de normes en équipement de sécurité routière. Voyez-vous, Cogefa a conçu une route, la provinciale 17, le tronçon Tchang-Carrefour-Bamungum, la provinciale 15, le tronçon Bafang-Baganté, et une portion de la RN4, c'est-à-dire de Tonga à Banjoun, et celui de Bebda à Yaoundé. Mais quand vous allez sur la P15, vous trouvez encore des panneaux de signalisation qui donnent encore leur dernière énergie. Mais ce sont des panneaux fantômes. Ils sont morts il y a 36 ans.
La durée de vie d'un panneau normal, c'est 18 ans maximum. Parce que la durée de vie minimale, c'est 12 ans. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? À cause de la corruption, nous voyons des panneaux qui ne tiennent que le temps de leur vie. 2 mois, 3 mois. Pourtant, les panneaux de signalisation permettent à la route de communiquer avec nous, les usagers. Mais quand nous allons dépenser l'argent du contribuable pour acheter des panneaux qui ne respectent pas les normes, parce qu'on veut des pots de vin, et quand vous voulez questionner un haut cadre du ministère, il vous dit, les panneaux que vous faites promotion, marquage NF, c'est les panneaux français. On n'a pas besoin, on veut le Made in Cameroun. Mais personnellement, je veux un Made in Cameroun, mais qui respecte les normes, qui doit tenir longtemps sur une route. Mais la norme française n'est pas seulement utilisée par la France. L'Italie également fabrique les panneaux marquage NF. L'Espagne également. Si aujourd'hui, le CEN, la Commission européenne des normes, veut généraliser à ce que l'ensemble des États de l'Union européenne doivent produire des panneaux, mais sous marquage CE. Okay. Et il faut bien relever que dans le cahier de charges techniques de différents marchés au Cameroun, il est mentionné, surtout en ce qui est de la signalisation des équipements de sécurité routière, d'utiliser le marquage NF et le marquage CE. Mais le problème qui fait que les entreprises n'utilisent pas des panneaux normés. S'il faut prendre quelques exemples, il y en a certains qui utilisent, mais beaucoup contournent. Beaucoup plus les Chinois contournent. Et pourquoi? Parce que la mission de contrôle, généralement, est toujours liée avec l'entreprise. Maintenant, c'est ça qui a fait des fausses au niveau de Dikinemeki? Non, Dikinemeki est encore en chantier. Moi, je revenais comme ça un problème général. Oui, oui, voilà. On va rester sur Dikinemeki. Faut-il Je disais que il y a un problème de responsabilité globale, certes, comme le dit Raphaël, mais sur l'échelle des responsabilités, il y a le gouvernement. Il faut toujours le noter. Il y a un article de notre Code civil qui dit qu'on est responsable non seulement des actes que nous posons nous-mêmes, mais aussi des actes que posent ceux qui sont sous notre responsabilité. C'est les législateurs qui le disent, c'est pas moi. Ça veut dire que lorsque nous savons qu'un cas peut partir de Douala pour Yaoundé, prévu pour 55 places avec 65 personnes et arriver après avoir traversé une vingtaine de contrôles de police, il y a problème. Le problème ici, c'est d'abord la corruption généralisée qu'il faut dénoncer. Ça, c'est le premier problème. Lorsque nous parcourons les villes du Cameroun et que nous voyons des voitures qui n'ont plus de pot de phare, de feu stop et même de pare-brise, mais qui ont pourtant une visite technique et qui présentent cette visite technique aux autorités pour passer les contrôles, il y a problème. Le problème ici aussi, c'est la responsabilité, pas seulement des entreprises chargées d'octroyer, d'effectuer les visites techniques et d'octroyer l'autorisation de circuler, mais aussi et surtout de ceux qui ne sanctionnent pas ces entreprises-là. Lorsque nous savons que partir de Douala jusqu'à Bafoussam, vous allez traverser 3 stations parfois de prévention routière qui sont des préventions fantômes. Fantômes pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas se cacher derrière les arbres pour guetter les fautifs et les demander de payer 25 000 francs. Ça veut dire que, en fait, la limitation de vitesse n'est pas le souci. Parce que si de 6 h du matin à 17 h, tout le monde respecte les normes de circulation, la prévention va dormir étant mal à l'aise. Parce que les gens n'auront pas payé. Ça pose un autre problème, celui de l'organisation d'une entreprise d'escroquerie. Ce qu'on appelle les services de contrôle routier, qui sont souvent en gilet jaune, bon, pas les gilets jaunes de Paris, eux aussi sont chargés de vérifier si nous avons les boîtes à pharmacie, les câbles de remorquage, ainsi de suite. Sauf que, à leur création, nous avait dit qu'ils avaient plus une mission sensibilisatrice qu'une mission répressive. Mais ceux-là aussi n'ont jamais dit aux gens ce qu'ils devraient exactement avoir. Ils se rassurent seulement si la boîte à pharmacie
n'a pas de coton pour qu'on te cite la contravention. Merci, on va revenir, c'est Alisha, on va revenir après le journal, cher monsieur Gauthier et Raphaël Ndougou.